On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour chers amis et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la Nuit du Bien Commun. Aujourd'hui, je suis avec Rodolphe et on va découvrir l'histoire derrière le pitch de Solentiel. Bonjour Rodolphe. Bonjour Thomas. Comment vas-tu ? Je vais très bien, en pleine forme. Ouais, excellent, ça fait plaisir. T'es là avec un grand sourire, avec la petite barbe de 3 jours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu déjà Solentiel, pour ceux qui connaissent pas ? Alors Solentiel en quelques mots, c'est une aventure qui a démarré à l'initiative d'un groupe de jeunes femmes du Nigeria qui m'a demandé explicitement de sortir de la prostitution. Et quand je leur ai demandé concrètement ce qu'on pouvait faire, elles m'ont dit qu'il leur fallait pour cela un travail pour avoir immédiatement un salaire. Et plus précisément, elles m'ont dit qu'elles voulaient faire du nettoyage, métier qui leur paraissait à la fois facilement accessible en termes de compétences et également ne nécessitant pas de parler français, des femmes anglophones. Et donc, l'aventure a démarré comme ça. On a créé l'association Solentiel, on a employé ce groupe de femmes et elles sont allées faire des prestations de nettoyage en entreprise. Et c'est comme ça que l'aventure Solentiel a démarré en 2017. Je me mets à la place d'un gars qui connaît pas du tout Solentiel. Ta première phrase est improbable. Je discute avec des femmes qui sont prostituées. Dans quel contexte tu te retrouves à discuter avec elles ? Alors effectivement, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Magdalena, qui est présente dans plusieurs villes de France, notamment au Bois de Boulogne, à Paris depuis 20 ans, puis qui s'est développée à Grenoble, à Lyon, à Orléans, à Toulouse. Et donc, c'est dans le cadre de cette association qu'il y a des tournées du cœur la nuit, où on va à la rencontre des personnes qui se prostituent avec un camping-car. Et donc, les personnes montent dans le camping-car, on partage un café, on discute, on prie ensemble pour celles qui le souhaitent. Donc, ce sont des rencontres très simples, gratuites. Et donc, c'est un groupe de femmes qu'on a rencontrées toutes les semaines pendant 3 mois, à partir du moment où elles sont arrivées en France, en septembre 2016. Et en décembre 2016, après 3 mois de rencontres, elles ont décidé de m'inviter chez elles. Et donc, j'y suis allé très simplement dans leur appartement de leur proxénète, en fait. Elles étaient 6 dans un T2. Ouais, c'est petit quand même. Et donc, voilà. Et donc, c'est là où j'ai quitté la relation gratuite qu'on a dans le camping-car pour savoir si concrètement on avait quelque chose si on pouvait les aider concrètement. Ouais, aller plus loin que le moment d'échange, de partage. Exactement, oui. La lueur d'humanité. Et puis, c'est elle qui avait fait le premier pas finalement de me faire confiance en m'invitant chez elle. Et c'est à partir de là qu'on a pu tisser quelque chose ensemble. Faut quand même un peu de cran pour aller même si c'est, voilà, t'as le cadre de l'association de Magdalena, ça fait des années que ça existe, donc c'est rodé quand même, mais il faut un peu d'audace quand même pour vivre cette aventure, oser un soir, j'ai employé le mot de dire sacrifier sa soirée, pour aller la passer dans un camping-car, dans le Bois de Boulogne, aller discuter avec des prostituées. C'était venu, ça a été facile, c'était complexe. Alors moi, à titre personnel, c'était lié à un retour à la foi. Ouais. Et à la rencontre du fondateur de l'association qui faisait un témoignage à Paray-le-Monial. Et c'est en l'écoutant que je suis ensuite allé rencontrer l'association Magdalena qui était présente qu'au Bois de Boulogne à l'époque. Okay. Et donc j'ai participé aux 2 activités de l'association. Il y a des dîners pour les personnes SDF le mercredi soir. Et ensuite le fondateur m'a emmené au Bois de Boulogne dans le camping-car auprès d'un public essentiellement de personnes transsexuelles, transgenres. Et j'y suis retourné plusieurs fois. J'étais souvent à Paris pour mon travail. Et puis au bout de, 5 ou 6 rencontres, le fondateur m'a dit « Mais il y a sûrement plein de choses à faire à Grenoble, lancez-vous dans cette aventure. » Et donc avec mon épouse et puis des amis, on a créé l'antenne Magdalena à Grenoble en 2014. Comment tu racontes à tes copains qu'est-ce qu'on raconte de ces moments-là ? Parce que c'était aussi des moments de partage gratuits, comme tu l'as dit, donc assez pudiques. Évidemment, l'objectif, c'est aussi de rendre une part d'humanité à ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on peut partager de ces moments-là ? C'est vrai que c'est difficile d'en parler. C'est un peu viens et vois, quoi. Ouais. Viens et vois, viens découvrir que dans ces moments où il se passe objectivement pas grand-chose, on n'a pas de grands échanges, surtout dans le camping-car où
il y a plusieurs personnes dans le camping-car, il y a plusieurs femmes et entre elles, elles savent pas forcément qui est en lien avec qui dans le réseau, laquelle a des responsabilités, est-ce qu'il y en a une qui a un rôle de surveillance sur les autres. Donc il peut y avoir des relations très complexes entre elles. Donc elles ne se livrent jamais dans le camping-car. Oui, et toi en plus, t'as pas non plus la moindre idée, parce que j'imagine qu'elles te disent pas, moi je suis un peu la big boss. Non, elles ne disent rien. Elles entre elles se repèrent, mais nous on voit rien, quoi. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est des rencontres très simples. Parfois elles peuvent être un peu joyeuses parce qu'on peut mettre de la musique, il y en a qui peuvent avoir envie de danser ou et puis il y a pas mal d'humour également. Mais c'est pas très profond, quoi, en termes d'échange. Et donc ce qui est beau, c'est plutôt au fil des rencontres, semaine après semaine, parfois mois après mois, parfois année après année, parfois il faut beaucoup de temps, hein, et de voir que le lien de confiance est en train de se tisser. Et tout d'un coup, on a la personne qui fait un acte de confiance incroyable, c'est-à-dire souvent qui va nous livrer. Tu peux inviter chez elle ou demander de prendre un temps individuel en journée et là nous lâcher, nous livrer des choses sur sa vie et souvent avec une demande d'aide assez concrète. Ouais. Et donc c'est ça, à la rigueur, cette partie-là est plus facilement exprimable auprès d'amis, raconter, mais souvent ça vient assez longtemps après les premières rencontres, donc la première partie de l'engagement, elle est... Il faut être assidu, quoi. Ouais, il faut être assidu. Et c'est vrai que tu parlais de sacrifice de soirée, un des engagements à prendre, c'est quand même la régularité dans la rencontre et la confiance ne se tisse que parce qu'on est régulier dans la rencontre. Et parfois, ça demande un gros sacrifice parce que le même soir, on a une autre invitation qui tombe. Non, on était engagé à aller à Magdalena ce soir-là et donc on y va. Le rythme, c'est quoi? Vous sortez tous les soirs, un soir par semaine, une fréquence à peu près régulière? Alors, ça dépend des villes. À Magdalena, à Bois de Boulogne, c'est tous les soirs et même 2 après-midi dans la semaine. À Grenoble, par exemple, c'est 3 fois par semaine, 3 soirs par semaine. À Lyon, c'est du coup, toi, tu fais forcément les 3 soirs ou non, dans les 3, tu essaies au moins d'en faire un L'engagement bénévole, c'est un minimum 1 fois par mois et idéalement 2 fois par mois. D'accord. Oui, donc ça fait quand même une sacrée équipe si tu sors 3 fois par semaine. Ouais. Vous êtes combien à chaque fois sur un... Alors au début, on était assez nombreux. À Grenoble, la première tournée, on était 9. On avait peur. Peur des réseaux, peur de ce qui allait se passer dans la rue. Maintenant, on est 3 bénévoles. Et en fait, faut pas être plus, sinon... c'est compliqué pour la personne accueillie s'il y a trop de bénévoles, quoi. Ouais, voilà. Oui, elle arrive dans un groupe, il faut réussir à se faire une place. 3, tu peux te faire discret s'il y en a un qui papote. Exactement, un qui papote, un qui prépare le café, puis un autre qui reste au volant du camping-car. Enfin voilà, ça permet de... Et tu parlais un peu des réseaux et tout, ça a été compliqué de s'installer, vous avez eu des sujets ou globalement... Non, on avait une peur, nous, initiale, ouais. Et les travailleurs sociaux spécialisés, et puis également une association protestante composée que de femmes qui allaient de temps en temps la nuit... nous ont rassurés sur le fait qu'il n'y avait pas de représailles des réseaux, il n'y avait même pas d'intimidation. Après, les auditeurs le voient pas, mais je suis aussi très très costaud et très grand. Non, bien sûr, on n'a jamais été embêtés, jamais d'intimidation particulière. Ouais. Ce sont plus les femmes qui vont mettre, les personnes qu'on rencontre, qui vont mettre la limite. Et parfois, elles nous disent qu'elles sont pas disponibles, donc on passe notre chemin. Parfois, elles vont monter 5 minutes et descendre. Voilà. Et parfois, oui, parce que toi, en soi, techniquement, t'arrives, tu gardes ton camping-car, et puis après, vous faites un petit tour pour dire que vous êtes là. Ouais, on est même repéré. Donc, dès que le camping-car arrive, dans le bon sens et dans le mauvais sens, il y a des personnes qui courent vers le camping-car pour monter dans le camping-car. Elles nous connaissent, elles sont à l'aise, elles ont confiance. Et les nouvelles personnes, le réseau leur commande de ne pas monter dans le camping-car et même de fuir le camping-car en disant qu'on est la police, qu'on va les arrêter, etc. Et donc, donc les nouvelles fuient le camping-car. Donc là, il faut parfois descendre du camping-car et puis aller marcher pour aller faire une rencontre à pied. Ouais. Mais ensuite, une fois que la personne a repéré et qu'elle voit qu'elle peut nous faire confiance, c'est les personnes qui viennent au camping-car. Et donc c'est globalement l'initiative mais est accueillie, je veux dire, paisiblement. Oui, ouais. Ou au moins neutre, quoi, globalement. Ouais, et puis pour les réseaux de prostitution, les proxénètes, on est assimilé à institution française et donc lié à la police. C'est-à-dire que quand on va, ils n'osent pas nous intimider, il n'y a pas de violence. De fait, aujourd'hui, la police se mêle, pardon pour les mots, mais assez peu des affaires de prostitution, encore plus sur la prostitution étrangère qui n'intéresse pas grand monde. Donc les réseaux peuvent faire leurs affaires assez tranquillement. À l'inverse, s'ils commencent à toucher les cheveux d'un bénévole français, je pense que la police sera obligée de se mêler un peu plus de ce qui se passe. Donc c'est pas très bon pour le réseau. Ils préfèrent rester cachés dans le bois. Ouais, donc ça vous permet d'être sur une bonne ligne utile, extrêmement important et en même temps... Ouais, utile, je sais pas en fait, mais oui. Alors, j'ai assez confiance dans le propos. Ça fait... Donc je suis en train de réfléchir. La première fois que je t'ai vu sur la scène de la nuit du bien commun, c'était il y a 3 ans.
Ouais, C'était Nantes. Il y a eu Nantes pour Solentiel et puis il y avait, oui c'est ça, c'est Nantes pour Solentiel. Mais non, c'était pas, il y a pas si longtemps, c'était il y a 1 an, 1 an et demi. Ah, t'as raison, il y a 1 an. Ouais. On a vécu des petites choses depuis. On s'est croisés en pitch plus d'une fois avec Rodolphe. Non, mais je suis quand même assez impressionné parce que c'est un sujet de société. Si je rentre un peu dans le trash, mais c'est facile de dire à tes potes. Je dis pas que c'est facile de le faire, mais il y a un côté valorisant de je vais faire des maraudes, je vais voir les SDF le soir. L'image qu'on se fait de t'es un gars chouette, sympa, qui a le cœur sur la main. Dire je vais voir des prostituées le soir, tu sens quand même une petite distance qui vient de s'installer de c'est sympa, mais je suis pas sûr d'avoir besoin d'aller beaucoup plus loin que cette information dans ce que tu es en train de me raconter. Et non seulement tu as eu l'audace de le faire, tu as eu l'audace d'aller créer une antenne, donc d'embarquer ta femme, tes potes dans cette aventure et puis des bénévoles au fur et à mesure. Et tu es allé à l'étape d'après, tu es allé les voir chez elles et ça a lancé aujourd'hui Solentiel avec du coup derrière pour elle c'est un retour à l'emploi et donc à terme c'est aussi une sortie du réseau et une reprise d'une vie je sais pas, est-ce que on peut dire j'ai envie de dire une vie digne, mais je veux pas employer des mots blessants ou. Il y avait deux questions. La question, déjà, quand on parle effectivement de la prostitution, même entre amis, on voit bien qu'on touche au sujet de la sexualité. Et effectivement, c'est complexe d'en discuter. C'est assez rigolo de voir les réactions. Comme tu dis, on parle des SDF, il n'y a pas de problème, mais quand on parle de prostitution, tac. Et puis, on peut avoir aussi, mais c'est bizarre d'aller, t'es un homme blanc, pourquoi tu vas voir des prostituées? Enfin, il peut aussi poster à des hommes qui vont voir des prostituées pour les aider. Ça paraît toujours louche. Enfin, il peut y avoir plein de sujets, mais c'est vrai que c'est un sujet un peu complexe. Les SDF, tu te dis pas, tu le fais parce qu'à un moment, t'as été SDF. Non, on voit tous des pauvres tous les jours et à un moment, t'as été touché, tu t'es dit, c'est fou, mais quand tu parles de la prostitution, tu sais que dans la tête de l'autre, il y a un moment, une lumière qui s'allume, genre, t'as tes clients. Exactement. Du coup, tu fais la bascule. Et en fait, bah, non, t'es pas obligé de. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des clients qui se présentent en tant que chevaliers blancs, c'est-à-dire qu'ils vont tomber amoureux souvent d'une personne dans la rue et qui ensuite vont tenter de l'aider, mais alors souvent financièrement. Et puis, la jeune femme va en profiter pour pouvoir rembourser, par exemple, plus vite sa dette qu'elle doit à son réseau, etc. Et évidemment, le client va exiger de la jeune femme, sans l'exiger, mais qu'il y ait des relations sexuelles, etc., fréquentes et continues. Et le client a l'impression vraiment d'être un peu le sauveur, quoi. Et pour en avoir rencontré plusieurs, qui nous ont rappelé au niveau de l'association, au niveau de Magdalena, bah, c'est vrai dans leur tête, ils sont des sauveurs de la jeune femme. Alors qu'en fait, du point de vue extérieur, de manière très objectif, ce sont juste des clients qui mettent une emprise totale sur la jeune femme et elle va passer d'un proxénète externe à un homme français qui va complètement les canaliser. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses louches aussi dans la relation de prostitution entre les clients et les personnes qui se prostituent. Bon, voilà, ça peut s'entendre, quoi, qui est toujours une interrogation. Ouais. Et dans les bénévoles que tu recrutes, tu fais attention à ce que les gens soient pas eux-mêmes clients à côté. C'est un truc qui peut se présenter, t'en sais rien du tout. D'abord, on peut pas le savoir vraiment. Ouais. Après, on fait attention à l'âge des bénévoles, particulièrement chez les hommes. Pas de bénévoles de 18 ans, voilà, enfin, on fait attention, quoi. Et puis ensuite, on est toujours en équipe. Donc, le fait d'être 3 bénévoles, on essaie normalement d'avoir toujours des équipes mixtes avec hommes et femmes parmi les 3. Voilà. Et puis, en fait, on voit, il y a pas mal de bénévoles qui disent, qui veulent pas y aller du tout. Par exemple, qui sont à Magdalena, qui sont que sur la partie dîner auprès des SDF, qui vont pas sur la partie prostitution. Et c'est très bien comme ça, et on force jamais la main. Ouais, voilà. Faut que ce soit libre, évidemment. Et puis il y en a qui essayent, qui font une tournée avec nous, puis qui reviennent pas et qui nous disent j'étais pas à l'aise, quoi. Donc et après c'est vrai que ça renvoie sa sexualité, ça renvoie ses relations affectives. Enfin, à un moment donné, si on n'est pas à l'aise, vaut mieux pas y aller, parce que parfois il peut y avoir des choses des personnes un peu provocantes dans leur tenue, dans leur attitude, aussi pour tester le bénévole. T'es là pourquoi, mon ami? Et ça, tu l'as dans tous les écosystèmes, en vrai. Oui, c'est vrai. Sauf que là, c'est tout de suite la nudité, quoi. Ouais. Par contre, là, effectivement, c'est un sujet sur lequel tu peux très vite être. Et donc, le regard doit être très ajusté, toujours regarder dans les yeux. Je pense qu'il y a une personne à Grenoble qui est quasiment toujours nue dans son camion. Et donc, quand on va la voir, il faut avoir, faut un regard bien ajusté dans les yeux pour la respecter aussi. Et c'est un vrai test de sa part, hein. Voilà. Donc, faut être à l'aise avec ça. Et puis, parfois, il y a des périodes aussi, peut-être, où on peut être moins à l'aise et voilà, faut accepter aussi et connaître ses limites. Tu formes un peu tes bénévoles, tu les prépares à ça? Il y a un entretien avant le démarrage des tournées. Et puis ensuite, on a des groupes de parole ensemble. Voilà. Et puis, on a eu 2 bénévoles à qui on a demandé d'arrêter, par exemple, parce qu'on voyait que leur attitude n'était pas ajustée. D'accord. T'as une forme de supervision. Ouais, on a quelques bénévoles qui ont de l'expérience, qui encadrent. Ouais. Et donc, qui parfois demandent à des bénévoles d'arrêter. Ouais.
Quelle est la chose la plus dure que tu as vécue dans ces rencontres? Alors, la chose la plus dure que j'ai vécue, c'est une femme qui a demandé à sortir, qu'on a accueillie à la maison avec ma famille, et qui était enceinte, et qui a demandé à avorter. Et donc, je l'ai accompagnée jusqu'à l'avortement. C'était très dur pour 2 raisons. D'abord, à titre personnel, je considère toujours que l'avortement est un drame. Voilà, mais cela dit, j'ai respecté son choix et donc je l'ai accompagnée jusqu'à l'hôpital, jusque dans sa chambre d'hôpital. La deuxième raison pour laquelle c'était très dur, c'est que je savais intimement que c'était pas son choix et qu'elle était sous pression de sa proxénète. Mais j'ai discuté un long moment avec elle. Elle me disait que c'était vraiment son choix, donc elle allait au bout de sa démarche et on l'a recueillie à la maison après, sortant de l'hôpital. Et 1 an plus tard, elle s'est effondrée dans la rue. On marchait tous les deux et elle m'a dit, tu sais, Rodolphe, j'avais pas le choix. Et donc voilà, ça a été vraiment dur. Il se trouve en plus que c'était un vendredi saint, mais ouais, c'était une chose difficile. Il se passe quand même des rencontres où tu vas vraiment au cœur de sujets. Enfin, ouais, on est dans l'intimité d'abord dans ce qu'elles ont vécu, dans leur parcours. Elles livrent leur parcours, donc sont souvent trahis par leur famille, violés dans l'enfance assez régulièrement, souvent dans des contextes dans un contexte familial. Après, elles sont donc prises dans les trafics, donc elles passent par la Libye notamment, dans des maisons closes, où certaines ne voient pas le jour pendant des mois, avec les clients qui défilent jour et nuit. Enfin, donc ça, elles racontent. Alors elles sont pudiques sur les mots utilisés, à la fois comme on doit écrire. On accompagne notamment pour qu'elles écrivent leurs récits, pour qu'elles puissent ensuite être reconnues comme victimes de réseaux de traite à des fins de prostitution et obtenir le statut de réfugié en France. Bon, faut poser quand même les mots et décrire. Donc ça, c'est... Voilà, la personne nous livre pas mal de choses. Et ça, c'est un travail que du coup tu fais avec elle. Ça, je le fais avec elle. On intervient notamment, nous, ça c'est au titre de Magdalena, on intervient surtout sur une dimension spirituelle. Ce sont des femmes il y a un pacte vaudou qui est fait au moment où elles quittent le pays d'origine, le Nigeria pour la plupart. Et ce pacte est fait avec le réseau de prostitution. Et donc elles invoquent un esprit qui s'appelle l'esprit Juju. Et donc il y a un pacte qui est scellé. La jeune femme s'engage à rembourser une dette dont elle ignore à peu près le montant. Et on lui promet en échange qu'elle va avoir un travail en Europe, un bon travail. Et donc voilà, au cours de ce rituel, la femme est mise nue, et on lui prélève du sang, des poils, un peu de peau. Et donc ensuite, il y a une sorte de sorcier qui va exercer, qui va faire son rite. Et il y a toujours un membre de la famille qui est également là en tant que témoin. Et donc quand elles arrivent ensuite en Europe, en prostitution, elles sont terrorisées, elles ne peuvent pas parler. D'abord parce qu'il y a la répression physique du proxénète, à la fois sur elles-mêmes et sur la famille, mais aussi parce qu'il y a le juju. Et donc, elles ont peur que l'esprit juju s'en prenne à elles ou s'en prenne à leur famille. Et donc, on intervient régulièrement dans les échanges avec la personne pour la réancrer. Ce sont beaucoup de femmes chrétiennes. Et donc, on va simplement les réancrer dans leur foi chrétienne. J'accompagne aussi quelques femmes musulmanes, donc on les rentre dans leur foi musulmane, simplement pour qu'elles se réappuient sur leur foi et qu'elles arrivent à se libérer de cette crainte vaudou, qui est un préalable indispensable pour qu'elles puissent livrer réellement ce qui s'est passé dans leur vie, délivrer leurs récits, etc. Donc c'est à ce titre-là mais je les arrête assez vite, c'est-à-dire que souvent elles commencent à me livrer leurs récits, je me rends compte que ça y est, elles sont prêtes à vraiment dire les choses, et sauf si elles insistent, souvent je vais plutôt les arrêter et ensuite je les envoie vers les associations spécialisées qui sont chargées de faire les récits de demandes d'asile, etc. Ok, oui, donc derrière, en fait, ton objectif, si je peux le dire comme ça, c'est de les mettre dans les meilleures conditions, puis une fois que les conditions sont réunies, il y a des associations dont c'est le cœur de l'activité. Et... Ouais, c'est-à-dire que je trouve que c'est toujours un travers qu'on a en tant que bénévole. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est, en fait, si on fait pas attention, la personne qu'on rencontre, qu'elle soit SDF d'ailleurs ou concernée par la prostitution, elle va raconter sa vie. Parce que dans toutes les associations où elles arrivent, on leur demande de raconter leur vie. Pour savoir, en gros, est-ce qu'elles rentrent dans le champ de l'association, est-ce qu'on va être capable de les aider, etc. Et donc, je trouve qu'un des vrais points de vigilance, c'est se dire, si on n'a pas besoin de savoir, faut arrêter la personne. Et dire, en fait, j'ai pas besoin de savoir ça. Donc, si tu veux, on peut en parler, mais surtout, te sens pas obligé. Et remettre une pudeur au bon endroit. Ouais, exactement. Et encore plus sur ces sujets-là où les personnes, elles ont été bastonnées, mais tellement fort par la vie, quoi. Et puis, alors, ce qui est en plus difficile, c'est qu'on accompagne beaucoup de femmes. Et donc, elles nous livrent des choses hyper intimes, hyper douloureuses. Sauf que ma mémoire étant un peu défaillante, je vais parfois oublier ce qu'elles m'ont raconté.
Et donc, et la fois suivante, je vais la revoir. Et alors, je prends quand même des notes dans mes entretiens, mais finalement, il vaut mieux que j'en sache pas trop, parce que si la jeune femme m'a livré un truc vraiment difficile et que je l'ai oublié, que la fois suivante, je repose une question un peu maladroite, c'est très douloureux pour elle, pour le coup, de se dire... Oui, en plus, t'abîmes la relation de confiance. Ouais, exactement. Oui, puis... Je connais mes limites. Ah non, mais c'est important en vrai, hein, je trouve, dans le bénévolat, mais c'est même vrai, je trouve, dans le quotidien d'une relation, savoir jusqu'où tu vas être capable d'écouter, parce que c'est important, je pense, de savoir écouter, mais il y a aussi accompagner derrière. Et quand tu es face à des gens qui sont à la souffrance, quand ils ont livré un récit, parfois tu as cette bascule, on peut même la vivre avec des copains, quoi, où tu sens que tu as écouté une souffrance, et puis si tu l'as laissé partir trop loin, la personne attend un accompagnement derrière où tu dis, c'est gentil, mais je sais pas quoi faire de cette information, quoi. Ouais. Le deuil, typiquement, pour moi, c'est l'un des points où c'est... parfois, tu confies un deuil à un proche qui était compliqué. En fait, t'as besoin de soutien émotionnel et tout. L'autre est capable d'entendre l'information, mais derrière, il va apparenter ta souffrance au moment où lui s'est cassé le poignet. Et quand il va se remettre à parler, tu vas dire, ouais, en fait, il a rien compris à ce que je lui ai raconté. Il m'a écouté, mais il est incapable de m'accompagner, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que c'est notre pauvreté. C'est-à-dire qu'on a envie d'aider. Parfois, ça part d'une bonne intention, mais comme tu dis, on est complètement maladroit parce qu'on peut pas rejoindre l'autre dans sa souffrance totalement. Enfin, et surtout quand ces souffrances sont alors le deuil, évidemment, mais on est dans les souffrances de violence sexuelle, etc. C'est un peu abyssal. Ou les personnes transgenres, par exemple, comprendre leur crise d'identité, en fait, c'est impossible. Et donc c'est vrai qu'il vaut mieux écouter. Et puis après, moi, une des règles qu'on se fixe, c'est attendre que la personne exprime une demande. Et tant qu'elle exprime pas de demande, parfois c'est très frustrant. J'étais ce week-end au week-end Fratello à Notre-Dame-du-Lot, et j'ai marché avec un de nos amis qui vient souvent au dîner le mercredi soir. Et je sais qu'il a des galères assez importantes, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas discuté tous les deux. Et en fait, on a marché 3 quarts d'heure ensemble. On a parlé de randonnée. Il adore la randonnée, il adore la montagne. Et puis, voilà, il n'est pas allé plus loin, aucune demande, rien du tout. Et du coup, je ne l'ai pas du tout questionné de savoir où il en était, parce que je sentais que j'allais abîmer cette conversation simple. Voilà. Et à la fois, j'en suis rentré un peu frustré fin de week-end en me disant que j'aurais peut-être dû lancer une perche. Voilà. Je ne sais pas quelle était la bonne attitude. En tout cas, on a eu un bel échange. Ouais. Ouais, la difficulté entre le chevalier blanc, pour répondre à l'expression de tout à l'heure, et le côté, en fait, la relation gratuite. Je t'écoute, t'es là, on partage et bonne journée, quoi. Exactement. Mais le moment, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je le fais moins aujourd'hui, mais je me souviens d'après-midi avec des potes où on allait se balader. Tu vas regarder la mer et tu marches avec un pote. Si vous l'avez jamais vécu, franchement, les amis, faites-le un jour. Marchez une demi-heure avec un pote en silence, en regardant un paysage. Vous partez là en vous disant, pétard, mais qu'est-ce que je l'aime. T'as passé un moment génial. En vrai, t'aurais pu, si tu caricatures, tu dis, j'aurais pu vivre le même, on ne s'est pas parlé. Mais en fait, juste marcher à côté avec un pote qui a juste pris ce temps-là. Mais c'est un énorme cadeau, offrir du temps à l'autre, en fait. Ouais, exactement. Et puis même pour soi-même, d'ailleurs. Mais ça remplit les deux vases. Non, mais excellent. Et du coup, tu te retrouves, donc je reviens un peu en arrière, mais tu te retrouves dans cet appart. Elles te font cette demande de dire, on a envie de faire un truc simple, mais qui nous permette d'avoir un boulot. On a imaginé le ménage dans l'entreprise. À quel moment tu vas avoir une boîte et tu leur dis, je vous ai trouver des nouveaux agents de ménage, tu leur expliques pas? Alors en fait, moi j'y connais rien, je viens pas du monde social, je suis pas un pro du nettoyage non plus. Et donc quand elles m'ont exprimé cette demande, sur le coup, mon premier réflexe a été de me dire, je vais trouver des entreprises effectivement de nettoyage qui vont être en capacité de les embaucher. Ouais. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait elles n'avaient pas de papier, le réseau confisque tout, donc pas le droit de travailler en France. Et donc j'ai appelé la préfecture, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas le droit que c'était impossible d'avoir une autorisation de travail pour elles. C'était des femmes qui étaient en demande d'asile à ce moment-là. Et la préfecture m'a renvoyé sur la direction départementale du travail en me disant, par contre, peut-être que si vous les employez, en tant qu'employeur, vous pouvez obtenir une dérogation. C'est-à-dire que la dérogation ne sera pas donnée à la personne, mais elle sera donnée à l'employeur. D'accord. Et donc, je suis tombé sur la directrice de la direction départementale du travail, que je n'ai jamais rencontrée, et à qui j'ai présenté la situation de ces femmes. Donc c'est des échanges de mails par téléphone. J'ai appelé au standard, le standard m'a passé la direction directement, et la directrice m'a dit, écoutez, votre projet c'est vraiment génial, je m'occupe de vos autorisations de travail, allez-y, créez une association. Donc c'est elle qui t'a dit du coup le bon modèle en gros c'est l'association. Ouais, exactement. Et elle m'a dit, sur le plan du nettoyage, il n'y aura pas tellement de sujets
Enfin, ces femmes n'ont pas piqué le boulot de français, donc ça sera pas polémique, ça sera pas trop politique, voilà. Et puis elle m'a dit, je m'occupe avec le préfet de vos autorisations de travail. Et donc, on a créé Solentiel avec ce feu vert oral de la direction départementale du travail. Et ensuite, on a embauché nos premières personnes en envoyant simplement une demande d'autorisation de travail. En 48 heures, on a reçu nos autorisations. Et ça a duré 5 ans comme ça. Et pour l'anecdote, il y a eu un changement de directrice, sans qu'on le sache, au cours des 5 ans. Et la nouvelle directrice que j'ai rencontrée pour le coup après m'a dit, c'était incroyable parce que moi, je suis arrivé, j'ai pris mon poste. L'ancienne directrice m'a dit, écoute, Solentiel, tu reçois les demandes d'autorisation, tu cherches pas à comprendre, tu tamponnes, tu renvoies. Voilà, et donc c'est vrai que c'était... Parfois, il y a des pépites qui se passent dans l'administration comme ça. Ouais, il faut des gens qui ont du courage. Hein. C'est-à-dire que là, on a une personne qui a courageusement est allée négocier avec le préfet et a fait les choses en bonne et due forme. Hein. C'est-à-dire que nous, on avait vraiment des autorisations de travail signées, tamponnées. Ouais, et puis qui prend le temps aussi de le passer. Alors là, tu le racontes un peu de manière cavalière, mais qui prend le temps aussi de le passer au suivant pour que ça s'arrête pas d'un administré à l'autre, quoi. Ouais, exactement. Oui, c'est vrai. Exactement. On a bien fait les choses. Et donc ensuite, on a créé l'association. Et puis, moi, j'ai fait jouer mon réseau. J'étais dans l'informatique. Donc, j'ai fait jouer mon réseau d'entreprises clientes dans l'informatique pour leur dire, maintenant, je change de casquette. Je viens pour faire le nettoyage de vos locaux. T'as totalement quitté ton boulot, du coup? Ouais, j'ai complètement quitté mon boulot. Aujourd'hui, tu t'occupes à 100% de Solentiel. Ouais, je suis devenu salarié de Solentiel. Et donc, voilà, on a commencé comme ça, dans des petites entreprises. Et on a pu embaucher ces femmes, une première, une deuxième, et puis ensuite toutes. Et puis, en 6 ans, on en a embauché 125. Et ce qui est incroyable, c'est que on les voit changer de vie instantanément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement au moment où elles démarrent à Solentiel, on pose une exigence, deux exigences, c'est qu'elles s'engagent à arrêter la prostitution. Exigence qu'elles remplissent plutôt facilement, parce qu'elles ont un salaire, du coup, avec Solentiel, donc ça fonctionne. Et puis la deuxième exigence, c'est qu'elles aient un hébergement officiel. Donc si jamais elles étaient hébergées par le réseau de prostitution, ce qui est souvent le cas, il faut à ce moment-là que la jeune femme soit fasse une demande d'hébergement d'urgence, par exemple, ou nous, on l'accompagne, mais on déclenche réellement l'embauche que quand on est sûr qu'elle a un hébergement officiel. Et on a aussi du coup, donc ça veut dire que tu t'assures de la sortir du réseau, quoi. Ouais, exactement. L'hébergement, c'est vraiment un moyen très concret de sortir du réseau. Et on s'appuie également sur Magdalena, à Grenoble, où il y a eu un réseau de familles d'accueil qui a été constitué. Et puis l'ouverture de 3 appartements, des colocations solidaires. Donc on a beaucoup de ça. On a une quinzaine de nos salariés qui sont dans ces colocations solidaires aujourd'hui. Okay. Voilà, on s'est donné les moyens aussi de permettre à ces femmes d'avoir un hébergement, parce que les solutions d'hébergement sont quand même très limitées un peu partout en France. Donc voilà, et donc elles ont un hébergement, elles ont un travail et un salaire, elles changent de vie, quoi. Puis alors après, on est sur un parcours d'insertion un peu classique. Et je reviens juste 2 secondes sur leur bascule de façon très pragmatique. T'arrives une fois qu'elles sont prêtes. Tu parlais tout à l'heure des enjeux de dette et tout ça, donc ça veut dire que en gros ces sujets-là, ils sont réglés financièrement, je sais pas, mais en tout cas dans leur tête, psychologiquement, elles sont prêtes à faire cette bascule. Et une fois qu'elles font cette bascule, globalement, si elles sortent du réseau, le réseau les laisse à peu près tranquilles et ça fonctionne. Alors ça peut se faire en plusieurs étapes, mais effectivement, il y a une bascule dans leur tête de se dire, je lâche mon réseau, je rembourserai pas ma dette. Et c'est une bascule qu'on va un tout petit peu sécuriser quand elle a lieu, parce qu'on va notamment, le réseau va exercer des représailles sur la famille au pays. Donc la famille, une fois sur 2, est complice du réseau, donc finalement c'est du bidon. Il n'y a pas vraiment de représailles, mais une fois sur 2, la famille n'est pas forcément complice. Et donc quand la jeune femme veut sortir, on lui dit, tu préviens ta famille, tu leur laisses une semaine pour qu'ils puissent déménager, et tu coupes les ponts avec ta famille pendant au moins 1 an. Ah ouais. Ouais. Et tu leur dis surtout pas où t'es. Nous, Solentiel, on est présent dans plusieurs villes. Donc, si la jeune femme a besoin, si sa madame était présente à Grenoble, par exemple, on va lui proposer d'aller à Lyon, à Toulouse. Aujourd'hui, on peut aller à Nantes aussi. Donc voilà, donc il y a cette bascule-là à faire. Ensuite, on essaie d'aller les amener vers un dépôt de plainte contre la madame, la proxénète. Ça se fait généralement plusieurs mois après l'entrée à Solentiel. C'est-à-dire qu'on voit que à la fois, il faut vraiment que le lien de confiance soit vraiment fort. Et qu'elles se rendent compte à quel point, à quel point elles sont enregistrées chez nous. C'est-à-dire que quand elles sont dans la rue en prostitution, si elles sont tuées, je sais pas combien de temps là, on va mettre pour s'en rendre compte au niveau de la police, au niveau, ça peut être très long, quoi. À l'inverse, nous, si une de nos salariés est disparue, c'est déjà arrivé. En fait, on s'en rend compte immédiatement. Elle vient pas au travail, donc là, on se met en recherche. Et donc ça, quand elles prennent conscience de ça, à ce moment-là, on peut aller vers un dépôt de plainte et se rendre compte que ça y est, en gros, elles sont quand même sécurisées. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, c'est le premier effet qu'elle nous donne après l'embauche, quand on leur demande ça va, elle dit mais c'est incroyable, je me sens en sécurité maintenant. Alors que
On n'offre pas de sécurité sur le logement. Enfin. Oui, tu files un coup de main, tu as trouvé les conditions pour avoir un travail. Mais... Et après, on est juste employeur, quoi. Hein, donc, ouais. Voilà. Mais en fait, c'est un vrai ressenti pour elle. Oui, et en plus, en tant qu'employeur, il y a des moments où tu dois avoir des messages, comme tout employeur, quoi. Le taf a bien été fait, moyen fait, pas bien fait. Alors ça, c'est une des difficultés, effectivement. C'est que là, dans Solentiel, on n'est plus du tout dans une relation gratuite, on est dans une relation de travail. Et nettoyage, en plus, c'est un métier qui est objectivement difficile. C'est un métier physique, très ingrat. Quand tout va bien, les entreprises partenaires ne disent rien. Alors, elles sont plutôt elles essaient quand même de participer au projet. Donc, elles essayent de dire des choses positives. Mais globalement, elles ne disent pas tous les jours pour nous dire que c'est bien fait, évidemment. À l'inverse, quand ça va mal, elles nous le disent parce que ça peut parfois les mettre, surtout les hôtels, quand on travaille dans des hôtels. Un hôtel, quand une chambre est mal faite, le client se plaint et donc ça a des conséquences sur l'activité économique de l'hôtel. Et donc c'est un travail ingrat. Et du coup, nous, effectivement, en termes de opérationnel, on va devoir dire à une personne, une des équipières en insertion, ton travail a mal été fait, il y a une plainte client, ça fait 3 fois de suite, on va devoir aller vers une sanction. Et donc ça complique un petit peu les relations. En tout cas, ça nous fait peur. Moi, c'était un des points vraiment sur lequel... Et d'ailleurs, au démarrage de Solentiel, c'était une vraie difficulté. On avait un management traditionnel avec une directrice et un management un peu à la baguette. Quand je dis la baguette, c'est-à-dire je donne des consignes, il faut qu'elles soient exécutées. Si elles ne sont pas exécutées, je sanctionne. La façon dont fonctionnent beaucoup d'entreprises en France et particulièrement des entreprises comme le nettoyage, par exemple, ou le bâtiment. Et du coup, les personnes en insertion ont retrouvé un peu des mécanismes qu'elles avaient connus dans les réseaux de prostitution qui fonctionnent évidemment totalement sur ce mode-là. Et on voyait bien que dans le projet d'insertion, c'était un peu compliqué, quoi. À la fois, on les aidait, mais à la fois, ça a limité leur épanouissement, Ouais, tu ramènes des mécaniques qui, chez elles, et c'est normal, réveillent aussi des mécaniques de défense en se disant, OK, le taf est... J'extrapole, toute prudence gardée, mais évidemment, le boulot est différent, mais en fait, le comportement in fine de la personne au-dessus de moi est très sensiblement le même. Ouais, évidemment, en tout cas, c'est le même type de comportement. C'est-à-dire que je donne une consigne et si ça n'avait pas expliqué, je sanctionne dans des degrés qui n'ont rien à voir avec un réseau de prostitution. Donc, c'est ça la différence, une question de degré. Mais du coup, pour la personne, ça lui fait penser à ça. Et donc, psychologiquement, tu vas avoir les mêmes mécaniques. Je peux perdre confiance en l'autre parce que de toute façon... Ouais. Une fois, par exemple, il y a une des jeunes femmes qui nous a dit, qui vient nous voir, une personne avec beaucoup d'expérience à Solentiel et puis beaucoup de maturité, qui nous dit, vous savez, par exemple, quand vous nous dites, vous n'avez pas le choix, parce qu'on donne une consigne, je sais pas, la directrice donne une consigne de travail, et la personne dit, demain je travaille pas. En fait, t'as pas le choix. Si demain tu travailles, c'est un jour travaillé. Donc elle nous a dit, quand vous dites, vous n'avez pas le choix, ce sont exactement les mots que prononcent nos madames tout le temps. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et donc, elle dit, n'utilisez pas ces mots-là, changez votre formulation et déjà, ça ira beaucoup mieux. Et donc, on a changé les mots et effectivement, ça s'est passé beaucoup mieux. Tu dis quoi aujourd'hui, du coup? On va leur dire, apparemment, vous avez le choix. Je change. Alors moi, j'interviens rarement, je suis pas tellement sur l'opérationnel, mais ça arrive de temps en temps. En fait, tu as le choix. Si tu veux, tu peux toujours quitter Solentiel. Tu es libre. Oui. Voilà. En fait, tu redonnes la responsabilité à la personne. Ouais. Et puis, sa liberté première, c'est de sortir de Solentiel et surtout que souvent, elles sont déjà sorties de la prostitution. Donc, parfois, c'est un peu galère si elles parlent pas toujours pas français ou si, mais grosso modo, elles ont toujours leur liberté. Donc, je les ramène à cette liberté-là et leur responsabilité plutôt que donner un ordre strict. Et en vrai, c'est un bon tips pour tous les managers qui nous écoutent. Redonner sa liberté à son collaborateur, c'est l'engager, c'est le faire réfléchir sur pourquoi il le fait. Et une fois que tu as trouvé pourquoi tu le faisais, déjà tu le fais mieux. Tu fais avec le cœur. Humainement, ça, c'est plus sympa que d'être dans la contrainte. Et puis, t'es plus dans une relation difficile avec ton manager, quoi. Enfin, tu comprends que... Alors, du coup, nous, on a complètement... on était dans cette situation un peu pyramidale et on a changé totalement de mode de management à Solentiel. On a découvert ce que c'était que les entreprises libérées. Et aujourd'hui, on a des équipières qui sont en équipe et en équipe autonome. Il n'y a pas de chef d'équipe. Et donc, on va donner beaucoup de responsabilités. L'équipe est autonome et responsable. Ouais. Et l'autorité classique du manager, elle est distribuée sur les membres de l'équipe en fonction de leurs compétences, en fonction de leur appétence. Tu peux nous détailler un peu pour que ce soit concret ? Par exemple, on va avoir dans l'équipe une personne qui peut être responsable de la qualité. Okay. Et ce sont les autres membres de l'équipe qui vont la désigner. Et donc, c'est elle qui va contrôler de manière aléatoire le travail fait par les autres et qui va simplement faire un rapport de qualité de manière assez neutre. On va avoir une autre personne qui peut être responsable des achats, produits et matériels. On peut en avoir une autre qui est responsable du planning.
Enfin voilà, on peut avoir plusieurs fonctions qui reviennent normalement au manager. Je suis responsable qualité, mais je dois rendre des comptes à celui qui est responsable du planning. Si j'étais là, pas là, et il me manque tel ou tel ustensile, je vais voir un troisième. Là où effectivement, de la façon classique, tu irais voir tout le temps la même personne, le boss. Exactement. Et donc après, il y a des réunions d'équipe assez fréquemment où du coup on va discuter des problèmes. Le responsable qualité va dire voilà, moi dans mes rapports qualité, j'ai eu tel rapport négatif, et on peut amener le sujet sur la table du coup d'une difficulté particulière. Et ça a totalement changé. On a eu une équipe l'année dernière, il y a 2 ans, qui nous a dit maintenant on n'est plus des femmes de ménage, on est des businesswomen. C'est combien de personnes une équipe? C'est environ 8 personnes. Ok. Et c'est vrai qu'elle gère notamment aussi le budget. Donc il y a une question de budget et de ce qu'on fait de l'excédent de budget. Donc par exemple, s'il y a un excédent de budget, elles peuvent décider de se verser des primes ou mettre de côté pour investir dans du matériel. Et donc tu t'attribues un budget mensuel à l'équipe? Le budget, c'est le chiffre d'affaires de nettoyage. Généré par l'équipe? Voilà. Ponctionné de aujourd'hui 10% pour payer les frais de support. Voilà. Mais ensuite, l'équipe a son budget pour payer ses salaires, son matériel, ses produits et s'organiser comme elle le souhaite. Hyper intéressant. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Elles ont toutes le même salaire? Elles ont toutes... oui, aujourd'hui, elles ont globalement toutes le même salaire. Les plus anciennes ont un tout petit peu plus par le biais de la convention collective. Ouais. Il y en a qui travaillent un peu plus d'heures que d'autres parce qu'elles ont des responsabilités qui leur donnent, qui nécessitent qu'elles travaillent un peu plus elles sont aujourd'hui en moyenne à 24 heures par semaine. Okay. Et par exemple, si quelqu'un qui est sur qualité va avoir 28 heures ou 30 heures par semaine. Oui, parce qu'elle va faire de la supervision. Exactement. Sur les autres. Et du coup, voilà. Mais on pourrait très bien imaginer qu'une équipe décide de mieux rémunérer une des équipières parce qu'elle lui confie une responsabilité importante et que c'est un moyen de la motiver aussi dans cette responsabilité. Ouais, elles sont vraiment... j'allais dire le cadre légal, mais comme tu dis, après, on veut changer de matos, on veut... excellent. Et tu fais un peu entre les équipes, c'est, j'allais dire, l'organisation qui supervise un peu le lien, ou il y a des moments où tu les fais aussi partager, partage de bonnes pratiques, telle équipe a une bonne idée, on fait remonter aux autres. On a une réunion mensuelle avec l'ensemble des collaborateurs dans chaque agence, dans chaque ville. Dans chaque équipe, il y a un leader. Donc, leader, c'est pas un manager. Leader, c'est juste celui qui est chargé un peu de donner de la dynamique à l'équipe en organisant la réunion d'équipe, par exemple, etc. Mais il peut pas imposer de décision particulière. Hein. Et les leaders se retrouvent en réunion hebdomadaire. D'accord. Ouais, donc eux, ils servent à faire de la synergie, de partager de l'information. Partage de bonnes pratiques, etc. Franchement, bravo. Ouais, moi, j'ai découvert ça, donc on l'a mis en place. La vraie difficulté, c'est de lâcher complètement et de laisser de l'autonomie, et parfois en sachant qu'une équipe va se planter. Bon, en fait, c'est laisser aux autres faire une erreur, c'est aussi un moyen d'apprentissage. Alors évidemment, quand on le sait d'avance, on essaye de limiter l'impact de l'erreur, mais on va laisser l'équipe prendre sa décision. Et c'est important ce que tu dis là, en vrai, parce que tu es conscient qu'il va y avoir une erreur, et en tant que manager, direction, il est important, on laisse faire l'erreur, mais on va limiter l'impact. On s'assure du coup des garde-fous. Pour moi, c'est comme avec un enfant. Tu sais il est en train de faire le pit sur le canapé, tu lui as dit que c'était pas une bonne idée, t'amènes un coussin, il va tomber, tu le sais, mais il va tomber sur le coussin, donc il va pas se faire mal. Et il aura appris qu'effectivement, plutôt que de lui hurler dessus en lui disant, rentre pas là, tu vas tomber. Et au pire, en plus, s'il tombe pas, il aura gagné de la confiance en lui. Il y a un truc que j'aime beaucoup en coaching, c'est le principe des 3 P. Protection, permission, puissance. Je suis le garant du cadre, donc est-ce que le cadre dans lequel tu veux faire cette activité, je suis sûr que j'ai mis les bons éléments pour que tu sois protégé. Du coup, je te donne l'autorisation de le faire, et tu peux développer ta puissance. Et ta puissance, ça peut être d'arriver à l'objectif que tu t'es fixé, ou ça peut être de te planter. C'est pas grave, vu que de toute façon, 1, t'avais la permission, 2, t'étais protégé. Et du coup, en fait, tu grandis en confiance en toi, tu vas peut-être te réentraîner, peut-être tu vas dire, en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Typiquement, genre le vélo, pour moi, c'est l'archétype de ça, quoi. Il y a le moment où, je t'ai protégé, je t'ai mis des petites roues, ou au contraire, en fonction de là où t'es, je te tiens, et du coup, j'ai enlevé les petites roues. Vas-y, tu peux pédaler, t'es pas au bord de la route, y a pas de voiture, tu pédales, et hop, le gamin, il se marre, et il fait du vélo sans problème, quoi. Il tombera quand même un peu de temps en temps. Exactement. il viendra à l'occasion, mais il va gérer de mieux en mieux sa vitesse, ses freins. Alors nous, on a une règle, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, par défaut, c'est les choses sont autorisées. Alors évidemment, il y a un cadre, donc il y a une charte. On fonctionne en holacratie, pour ceux que ça intéresse. C'est un système donc d'organisation. Ouais. Et donc il y a une charte et des règles assez précises, une constitution même, ça s'appelle. Ok. Donc avec tous les trucs, en gros, interdits. Exactement. Puis après, on va définir des domaines d'autorité sur des rôles, sur des personnes, des domaines d'autorité qui sont du coup limités à une personne ou un rôle particulier.
Oui, donc si tu as une question sur, je sais pas, le périmètre de quand est-ce que tu peux poser tes congés, c'est un tel qui a le pouvoir de décision ou la responsabilité de porter ça. Exactement. Par exemple, aujourd'hui à Solentiel, les achats de plus de 1 000 euros, moi j'ai le rôle de valider les achats de plus de 1 000 euros. Voilà. Okay. En dessous de 1 000 euros, j'ai pas mon mot à dire. Dès que ça dépasse 1 000 euros, je donne mon feu vert ou pas en tant que responsable financier. D'accord. Voilà, mais une fois qu'on a défini ce cadre, tout ce qui n'est pas interdit, donc tout ce qui n'est pas interdit par le cadre est autorisé pour les personnes. Et donc ça donne une capacité d'initiative assez incroyable. Alors aujourd'hui, c'est vrai sur l'équipe d'encadrement déjà. L'équipe d'encadrement, du coup, chacun dans son rôle ou dans ses rôles a vraiment une forte capacité d'autonomie, une prise d'initiative. Et puis du coup, c'est aussi vrai sur les équipières dans leur mission, les missions qui leur sont confiées. T'as un exemple où tu t'es dit, Peter, c'est le cadre, c'est exactement le cadre qui a permis ça? Ouais, un exemple très concret qui est venu en 2 temps. Quand on a démarré Solentiel dans le groupe de jeunes femmes, il y avait au moins une personne qui était totalement illettrée. Et donc c'était assez complexe parce que pour transmettre les consignes, il ne fallait pas le faire ni en français ni en anglais, par écrit. Et donc on avait un peu du mal. Et la directrice de l'époque m'a dit, bon, c'est trop compliqué, il faut qu'on mette un test de lecture-écriture en entrée de Solentiel. Et donc pendant 3 ans, 4 ans même, on avait un test de lecture-écriture simple, en français ou en anglais, suivant ce que voulait la personne, mais qui était rédhibitoire, quoi. Si la personne passait pas ce test, on l'embauchait pas à Solentiel. Et on a eu 2 choses qui ont changé cette situation. D'abord, on a 2 membres dans le conseil d'administration qui sont des femmes concernées, qui ont été victimes de réseaux de traite à des fins de prostitution. Et une des 2 nous a interpellé le conseil d'administration et a dit, écoutez, c'est super ce que fait Solentiel, mais en fait, les femmes qui ont le plus besoin de Solentiel, elles sont écartées à l'entrée. Et donc, elle a dit, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à remettre ça en cause et voir comment on intègre des personnes qui savent ni lire ni écrire. Donc ça, le conseil d'administration a validé le principe, mais ça engageait pas trop le conseil d'administration. Et ensuite, on a discuté avec les équipes qui, dans leur autonomie, à un moment donné, moi, j'ai même pas suivi le détail. Je vais te raconter comment ça s'est passé. Un jour, quelques mois plus tard, je vois une jeune femme qui est passée dans les bureaux de Solentiel. Et donc, on discute un moment et je lui dis, comment t'as été embauchée, toi, tu sais pas lire, pas écrire. Je la connaissais, d'avant. Et elle me dit non. Je dis, mais l'équipe le savait? Elle dit, oui, bien sûr, je leur ai dit avant l'embauche. Je dis, elle est embauchée. Ouais, ils ont décidé de m'embaucher. Et donc, l'équipe autonome avait décidé d'intégrer une personne, voilà, en connaissance de cause. Et donc, je lui dis, mais concrètement, tu fais comment? Tu sais pas lire, pas écrire, tu as des cahiers des charges avec tout ce qu'il faut faire en termes de prestations de nettoyage. Elle me dit, déjà, la première fois, il y a toujours quelqu'un de l'équipe qui m'accompagne et qui, avec moi, lit le cahier des charges, elle m'explique ce qu'il faut faire, etc. Elle me dit ensuite, quand j'y retourne la seconde fois et que je comprends pas, si j'ai oublié des choses, je me mets en WhatsApp vidéo. Et donc, avec une autre membre de l'équipe qui m'explique. Puis parfois, ça suffit pas, donc elles reviennent. Elle me dit, en fait, elles reviennent souvent m'aider. Et du coup, en essayant de creuser un peu le sujet, en fait, il y a pas mal de membres de l'équipe qui, sur leur jour off, allaient aider cette personne. Voilà. Et du coup, j'ai demandé à une des membres de l'équipe, j'ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Elle me dit, Rodolphe, mais cette femme, elle a 3 enfants. C'est elle qui avait le plus besoin de Solentiel. Des belles leçons de vie. Franchement, magnifique. Ça scotche sur le... Je suis plutôt un grand défenseur de l'évolution de management, qu'on commence à vivre le côté virer la dimension pyramidale et tout ça. Je trouve que ça, c'est magnifique parce que ça te rappelle que dans une boîte, t'as tendance à virer un collab parce qu'il colle pas aux critères que tu veux lui donner. Et en fait, c'est pas qu'il colle pas au résultat, en fait. C'est qu'il colle pas au prisme avec lequel toi tu regardes le résultat. Et il pourrait réussir à le faire, c'est juste si tu regardes différemment. Ouais, il y a ça. Et puis il y a ce qui a motivé aussi, et l'ensemble des équipes, du coup, ça a intégré des personnes. Alors toujours à petite dose, parce qu'en fait, évidemment, si un trop grand nombre de personnes qui savent pas lire, pas écrire, de fait, on serait pas capable. Mais cela dit, elles le font et avec beaucoup de solidarité. Et en fait, ce qui les a motivées, c'est qu'elles participent. Elles sont actrices de la raison d'être de Solentiel. Et ça, c'est également extrêmement motivant parce que parfois, elles arrivent. Le nettoyage, c'est franchement ingrat. Et donc, elles sont parfois fatiguées du travail, du boulot, etc. Et elles trouvent une force, une énergie incroyable. Et elles le disent. Elles disent, mais en fait, on fait ça parce qu'on veut aider d'autres femmes. Et on sait que si on bosse bien, qu'on va gagner d'autres entreprises partenaires et qu'on va pouvoir aider 2, 3, 4, 5 autres femmes. Et ça leur donne une joie incroyable. Et surtout que c'est elles qui recrutent. Donc ça, c'est un autre aspect de l'autonomie des équipes. L'équipe va décider, sa charge de travail augmente parce qu'il y a un nouveau contrat gagné. Et donc, elle va accueillir une nouvelle personne, elle va la former et elle va lui annoncer, c'est bon, on te recrute, t'es recruté et tu vas pouvoir démarrer. Alors là, c'est des explosions de joie. Au démarrage de Solentiel, c'est moi qui avais cette explosion de joie. Sur les premières embauches, je m'en occupais.
Ensuite, c'était souvent la directrice. Et quand cette toute son joie, quand le recrutement est fait par les équipes, c'est elle qui récolte le fruit incroyable, cette joie incroyable qu'exprime la personne recrutée, qui du coup se rend compte que sa vie va changer du jour au lendemain. Ouais, et c'est une récompense magnifique parce que c'est ton travail en tant qu'équipière qui a permis le recrutement. C'est toi qui le réalise et c'est toi qui en as les fruits directement. C'est pas ton manager qui dit il est super content, il arrive la semaine prochaine. Exactement, c'est direct quoi. On est sans intermédiaire là. Canon. C'est une belle marque de confiance. Je trouve que c'est un beau rendu de la confiance qu'elles vous font au départ dans le camping-car. Puis l'engagement qui est pris à Solentiel, c'est un beau rendu de l'autre côté de redonner cette confiance et cette responsabilité. Ouais, mais vraiment objectivement, je pense que c'est le seul moyen pour que ça puisse comme ça fonctionner aussi bien. Ouais. C'est quand ces personnes portent elles-mêmes leur projet finalement. Et nous, du coup, on est aidants, quoi, parce que il y a des choses qu'elles maîtrisent pas du tout. Mais donc faut aider, faut accompagner, faut soutenir, faut développer. Mais en soi, elles sont bien meilleures. J'ai une jeune femme qui m'a accompagné sur un rendez-vous, par exemple, pour aller négocier un agrément. On a besoin d'agréments sur les parcours de sortie de prostitution pour avoir des autorisations de travail. Et souvent, j'y allais seul, rencontre des délégués aux droits des femmes. Bon, en tant qu'homme blanc, je suis pas forcément le mieux positionné pour défendre Solentiel, pour expliquer. La dernière fois, je suis allé avec une de nos équipières, une Congolaise, qui en 2 heures a parlé bien mieux que moi de la situation des femmes, de ce qu'apportait Solentiel, des choses bien et moins bien de Solentiel, enfin, en plus avec une objectivité vraiment très chouette. Et c'est vrai, quand elles portent elles-mêmes le projet, elles sont beaucoup plus pertinentes. Voilà. Par contre, c'est dur, c'est douloureux pour elles parce que d'abord, ça les expose. Et ça les expose en plus avec une étiquette ancienne prostituée. Donc, oui. Donc il faut du cran, il faut du courage. Donc toutes les équipières sont pas capables, hein, mais il y en a qui portent la cause et qui, pour pouvoir, parce qu'elles ont envie d'aider un maximum d'autres personnes et qui ont ça dans le cœur, quoi, qui du coup veulent porter la cause et être. Tu as un travail, toi, dans le regard des autres, typiquement quand tu arrives comme ça, qu'il faut aller convaincre un nouveau client sur ce côté de l'étiquette. En France, on est quand même très bon pour garder très longtemps une étiquette obsolète sur le front de quelqu'un. Ça t'arrive, ça te dire c'est un sujet parfois? Ouais, on a deux sujets. On a le sujet vis-à-vis des entreprises. Déjà, quand on parle de l'insertion, une structure d'insertion, une association d'insertion, déjà, hop, parfois ça fait un peu peur. Et puis quand on parle en plus d'insertion en lien avec la prostitution, il y a plein de choses qui viennent en tête des entreprises. Donc moi, souvent, on les aborde en entretien, même quand les dirigeants les abordent pas, on leur dit mais en tout cas, elles ont quitté la prostitution, elles vont pas aller se mettre en prostitution dans vos locaux, elles vont pas être en tenue sexy, enfin, il y aura pas tout ça, vous inquiétez pas. Ouais, t'as des peurs. Il y aura pas de vol non plus, on n'a jamais de vol dans nos équipières. Donc faut déconstruire un peu les craintes exprimées ou non par l'entreprise qui veut travailler avec nous. Voilà, on a aussi à déconstruire parfois au niveau de l'accompagnement social avec les acteurs sociaux. Qui souvent vont voir que le côté victime de la personne et par exemple se dire il faut quand même d'abord qu'elle se reconstruise entièrement, il faut qu'elle ait un logement totalement autonome, il faut qu'elle parle un minimum français avant de pouvoir travailler. Ils prennent pas en compte le fait que le travail c'est l'un des éléments pour se reconstruire aussi, quoi. Ouais, non, c'est vrai que le travail est plutôt vu dans un second temps. C'est marrant, c'est très segmenté comme je trouve. Ouais. Alors c'est vrai pour une partie des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très abîmées. C'est vrai aussi sur la partie des personnes SDF d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont pas capables de travailler, donc heureusement qu'il y a sûr, c'est l'une des étapes de la reconstruction, voilà. C'est pas la première. Heureusement qu'on a des aides au niveau social qui nécessitent pas de travailler, enfin qui sont pas conditionnées au travail. Ouais, c'est indispensable sur certains publics. À l'inverse, nous on s'adresse aux femmes qui postulent à Solentiel, donc elles ont une démarche, elles veulent venir travailler, hein, et de se dire en fait si elles demandent, n'attendons pas qu'elles aient un certain niveau de français ou je sais pas quoi, allons-y quoi. Et le travail, tu demandais la question de la dignité. La prostitution, elle abîme la personne. Que la personne ait voulu ou pas se prostituer. Alors moi, je connais pas vraiment de personne qui ait voulu se prostituer. J'accompagne aussi des femmes françaises avec Magdalena. Mais parfois, elles ont l'impression d'avoir pris une décision. Mais souvent, la décision est totalement biaisée. Peu importe. En tout cas, que la personne... Ça veut dire qu'il y a des moments où il y a vraiment des gens qui sont arrivés dans ce secteur-là, dans le libre choix? Non, je pense justement, généralement, il y a toujours eu une violence sexuelle préalable. Soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence, soit au moment de l'entrée dans la prostitution.
On tombe pas là-dedans par hasard. Le côté il y a des gens qui le font par. J'avais une femme française qui est venue me voir comme ça, qui avait 51 ans. Et donc, il vient me voir, donc c'est au titre de Magdalena, ça. Et qui me raconte, qui m'explique qu'elle est prostituée depuis 38 ans. Enfin, elle me dit pas ça tout de suite. Elle me dit qu'elle est prostituée, que tout va bien dans sa vie, qu'elle a des clients réguliers, qu'elle fait ça chez elle depuis longtemps, que les clients prennent soin, voilà. Tout va bien, qu'elle gagne très bien sa vie. Donc, au début, elle me présente vraiment... donc, je lui dis, en fait, pourquoi vous venez me voir? Elle dit, j'aimerais arrêter. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que ma fille, à 17 ans, commence à me poser beaucoup de questions et j'ai pas envie qu'elle fasse ça. Et donc, je lui dis, ça fait combien de temps que vous prostituez? Elle me dit, ça fait 38 ans. Et donc, je fais mon petit calcul, 38 ans, elle a 51 ans. Et donc, je lui dis, mais attendez, comment on démarre la prostitution à 13 ans? Et donc là, elle me raconte son enfance, violée à plusieurs reprises, etc., droguée de force par un homme. Et donc, elle me dit, mais j'ai toujours connu la prostitution. Voilà, ça pour dire que parfois, sur le premier discours, on peut avoir un discours de présenter les choses de manière un peu rose. Dans les faits, sans juger la personne, de fait, il y a eu quand même des choses franchement abîmées au préalable. La prostitution, elle abîme toujours la personne qu'elle est voulue, entre guillemets, ou qu'elle a été contrainte et vendue par sa famille, comme beaucoup de femmes qu'on accompagne aujourd'hui. C'est sûr que ça abîme. Ça abîme le corps, il y a une distanciation entre le corps et l'âme. On a des exemples très concrets. Elle utilise souvent des prénoms différents entre le prénom qu'elle utilise quand elle se prostitue et leur vrai prénom. Et donc voilà, donc c'est vrai que à ce titre-là, n'importe quel autre travail est de toute façon beaucoup plus digne au sens où le nettoyage, c'est un métier qui est ingrat, qui est difficile, mais qui n'abîme pas la personne du tout. Et au contraire, il y a une immense fierté de nos équipières, à savoir que le salaire qu'elles touchent est le fruit de leur travail. Surtout qu'aujourd'hui, à part à Grenoble, on n'a pas de contrat aidé, nous. C'est-à-dire qu'on est en CDI standard. Et donc, c'est vraiment le chiffre d'affaires nettoyage qui permet de financer, qui permet de payer les salaires des personnes en insertion. C'est quoi le chiffre d'affaires aujourd'hui de Solentiel? On est aux alentours de 900 000 euros. C'est joli. Donc ça, c'est une grande fierté. Et même à Grenoble, où on a des aides, parce qu'on est conventionné comme entreprise d'insertion, on se sert des aides non pas pour payer les salaires des personnes, parce que ça, le chiffre d'affaires du nettoyage suffit largement, mais on se sert des aides pour financer des cours de français intensifs pour nos salariés, un accompagnement social et professionnel. On leur finance des stages. Elles peuvent aller, par exemple, quitter Solentiel pendant 1 semaine ou 2 semaines, aller dans une entreprise partenaire pour découvrir un autre métier. Là, il y en a une qui va commencer en tant que pâtissière, je crois. Et pendant ce temps-là, elles sont payées par Solentiel. Elles ont un maintien de salaire et elles reviennent au bout d'1 semaine ou 2 et elles confirment ou pas leur choix de devenir pâtissière, par exemple, ou à l'inverse, de chercher autre chose. Donc, on utilise des subventions pour améliorer l'accompagnement social et professionnel autour du contrat de travail. Parce que notre objectif, c'est que les personnes s'en aillent de Solentiel à horizon 2 ans. C'est ça l'objectif qu'on se fixe, qu'elles puissent s'envoler et qu'elles puissent s'envoler avec un projet professionnel qui soit vraiment leur désir, qui généralement ne sera pas dans le nettoyage. Les 3/4 de nos salariés, quand elles quittent Solentiel, quittent le nettoyage et vont vers des métiers, vers le métier de leur choix, avec les seules limites de compétences ou de maîtrise de la langue qu'elles peuvent avoir, mais comme tout à chacun, quoi. On est toujours limité dans ses désirs professionnels. Et donc, elles vont beaucoup vers des métiers d'aide à la personne, de la restauration, parfois un peu sur la cosmétique, ou des métiers vraiment divers, comptabilité, plomberie, on a des choses un peu plus diffuses. Mais ça, c'est vraiment un choix de notre part. C'est-à-dire que le nettoyage, c'est un tremplin. Et c'est vrai que c'est un métier... Il y avait une conseillère pour l'emploi qui m'avait aidé à comprendre ça, qui m'avait dit, dans la construction d'un projet professionnel, il y a le court terme et le long terme. Vous, le nettoyage, c'est le court terme. Elles ont besoin d'un salaire pour sortir de la prostitution. Et le nettoyage, c'est un très bon métier à court terme. Il s'apprend très vite. Quand on embauche une personne, on a 15 jours de formation, puis après, elle est opérationnelle. Et ensuite, pendant qu'elle fait du nettoyage, elle peut aussi réfléchir à son projet à long terme et construire tranquillement son parcours, et notamment qui va repasser par de la formation, généralement. Franchement, je suis bluffé. J'avais le sentiment de comprendre Solentiel, et en fait, ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais. Je pensais pas du tout. Mais tu vois, dans le mode de management et tout, c'est impressionnant ce que vous avez réussi à construire, tant dans le, j'ai pas envie de dire l'aspect moderne, mais l'adaptation à l'équipe. Je trouve ça tellement essentiel quand tu vois une entreprise ou une asso qui fonctionne, mais qui, au lieu de se dire on applique les codes qu'il y a partout, on applique notre cadre par rapport aux équipes pour étoffer, et là t'en as les fruits directs. Pour moi, le fruit immédiat, c'est aussi la rentabilité qu'il y a derrière, l'épanouissement des équipes, l'épanouissement des personnes. Je suis assez impressionné en vrai de tout ce qui se passe. Quand tu regardes un peu dans le rétroviseur depuis ce petit moment dans l'appart, tu réalises un peu le chemin. Je suis pas de nature à regarder beaucoup dans le rétroviseur, ni pour les bons, ni pour les mauvais côtés.
Ce que j'aime, moi, c'est que ce groupe de femmes, je suis toujours en lien avec elles. Elles ont quitté Solentiel maintenant depuis longtemps, hein, mais on garde des liens amicaux très forts. Et c'est hyper beau de les voir aujourd'hui, chacune dans leur métier, avec leurs enfants, leurs conjoints. Ça, c'est ça qui me donne une grande joie. Et puis à l'inverse, ce qui me donne beaucoup d'énergie, c'est qu'on a une liste d'attente longue comme le bras de personnes qui veulent être employées par Solentiel dans toutes les villes où on est présent. Et donc ça me donne toujours l'énergie de se dire il faut continuer à avancer, quoi. Il faut trouver des entreprises partenaires, notamment, pour être en capacité d'embaucher plus de monde. Visez toutes les entreprises où, si vous avez des responsabilités RH, administratives, vous êtes CEO de votre boîte, vous pouvez retrouver Rodolphe sur LinkedIn sans problème. Je mettrai son lien dans la description, mais allez-y, il cherche des clients. Alors, on cherche des entreprises avec des surfaces de plus de 3000 m². Donc, aujourd'hui, on cherche des grandes surfaces à nettoyer. Ça, c'est pareil, c'est un changement qu'on a fait au niveau stratégique. Au début, on avait des petites entreprises qui étaient mon réseau économique que j'avais dans mon secteur informatique. Et en fait, on s'est rendu compte, quand on envoyait une équipière seule nettoyer un petit bureau, elle avait personne en encadrement, personne en suivi, et donc assez isolée finalement dans son travail. Et à l'inverse, sur les gros lieux, quand on a des grandes surfaces, on met en place une équipe. Donc elles sont 3, 4, 5 au même endroit. On met toujours une personne plus expérimentée dans le groupe. Et du coup, là, on a un projet pédagogique qui est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec des hôtels. Les hôtels sont des lieux où on installe vraiment des équipes assez complètes. Et puis, des grandes surfaces de bureaux, donc à partir de 3000 m². Voilà. Ok, voilà, vous avez chers amis auditeurs, vous avez toutes les consignes. Si vous avez plus de 3000 m² de bureau, plus d'excuses, une manière simple et facile aussi de s'engager, de servir le bien commun, c'est aussi de faire confiance à ces beaux projets fiables, stables. Non, franchement, je suis assez bluffé j'ai appris pas mal de choses pendant cet épisode. Merci, cher Rodolphe, d'être venu jusqu'ici, nous partager toute cette aventure, toute ton expérience autour de Solentiel. Et ce lien avec la prostitution, j'ai envie de dire, c'est un très beau lien. Je me répète. Je suis assez ému de tout ce qu'on s'est dit ce matin. Bon, c'est un peu grâce à toi, via la Nuit du Bien Commun, vous nous soutenez fidèlement dans notre développement en France. Et t'es gentil. On a besoin d'aide et on a un gros soutien des fondations, globalement, de pas mal de fondations notamment pour amorcer l'activité dans les différentes villes. Et c'est quoi là en 2 secondes, on arrive un peu au bout de cet épisode, mais en 2 secondes, les 2 prochaines villes dans lesquelles tu aimerais ouvrir Là, donc on est à Grenoble et Lyon, on est déjà lancé, et puis on active le lancement donc à Toulouse, Nantes et à Nanterre, la Défense. C'est les 3 lieux où tu peux avoir besoin d'aide, de soutien, de clients, de mécènes. Exactement, on a besoin de pas mal d'aide. On cherche des entreprises pour nous héberger, notamment à Toulouse. On cherche une entreprise pour nous héberger, pour avoir des locaux. Oui, pour le quotidien de la boîte. Exactement. Administratif, tout ça. Okay. Donc, voilà, n'hésitez pas. Chers amis mécènes de Toulouse, si vous avez de la place, n'hésitez pas. Chers amis, merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Et Rodolphe, longue vie à Solentiel. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.